sommaire de ce journal, une fin de tournée en action. Des exercices d'attaque grandeur nature servis par les hommes du 12e RIC à Waiguia pour ce dernier jour de la sortie du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la première région militaire. Images et commentaires dès l'entame de cette édition. Un pôle agricole dans les Cascades, le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba en passe d'être une réalité. Le lancement du Paval dans ce journal. Il faut sauver les crocodiles de Bazoulé en détresse. La Mahatari à vue d'œil et la source d'alimentation en eau qui est accaparée par les hommes. Ce sont les Sauriens qui en pâtissent. Le constat dans quelques instants et puis fou rire en perspective pour les Ouagalais. Le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou offre la scène du Sénaza à des humoristes de la sous-région. Le FIRO 2021 est ouvert depuis hier. Nous y étions pour vous. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. C'est donc une sortie qui aura permis au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de galvaniser les troupes au front et recueillir les doléances. Le ministre d'État Chérif Sy achève ainsi sa tournée ce 10 avril à Waiguia, dans le 12e RIC. Il a droit à des exercices d'attaque frontale grandeur nature, dernière étape d'une tournée de 4 jours avec Draman Guéné. Ceci est une simulation de riposte à une embuscade. Dans leur progression, l'unité du 12e régiment d'infanterie commando de Waiguia, issue des tirs, la riposte est immédiate. L'ennemi est tenu à distance par des rafales des armes collectives, pendant que les équipes légères progressent sur la cible affaiblie. C'est une stratégie efficace qui se déploie même en terrain hostile. Considérant que le volume de l'ennemi et sa distance permettait de monter automatiquement un assaut sur lui, l'unité a décidé de monter une attaque frontale qui a été terminée par un assaut brutal sur l'ennemi. À la fin de l'exercice, le ministre d'État félicite l'unité qui a su s'adapter au milieu et limiter le mouvement des terroristes dans la région. L'équipe de Chérif Sy se déporte après au groupement de gendarmerie départementale de Waiguia. Les doléances des Pandores sont notées et la mission se poursuit à la 4e compagnie des sapeurs-pompiers. Dans cette zone difficile, les soldats du feu assurent leur mission de protection civile, mais aussi des missions purement militaires. Nous sommes amenés à servir partout où besoin sera. Donc imaginez, quand on vous appelle, vous ne pouvez pas décliner l'offre. Et en tant que pompier, vous n'avez que votre ambulance la plupart du temps ou votre engin qui éteint le feu pour aller faire le travail. Donc je vous laisse imaginer un peu le risque auquel nous faisons face. Les sapeurs-pompiers, étant des militaires, sont aussi sur les théâtres d'opération avec leurs frères d'armes. Et vous avez des détachements essentiellement composés de sapeurs-pompiers. Et là-bas, les lances qu'ils tiennent ne crachent pas que de l'eau, ça crache du feu. Au bout de la tournée, Chérif Sy parle de satisfaction totale. Toutes les composantes de l'armée mènent vaillamment la mission de sécurisation du territoire. Le moral de la troupe est bon. Et il nous a été donné de constater que ce moral est même haut. Et ils sont toujours déterminés à mener à bien les missions qui leur sont confiées. Donc, en tant que chef de ce département stratégique-là, je ne peux que m'en réjouir. Et cela nous a donné aussi l'occasion de voir un certain nombre de difficultés sur lesquelles on va réagir rapidement, bien que ces difficultés étaient déjà dans les circuits administratifs normaux. Depuis mercredi, le ministre d'État Chérif Sy est dans la première région militaire pour galvaniser les troupes. Kaya, Dori, Gorom Gorom, Djibo, Gaskinde, Bourzanga et Waiguia pour boucler. Et nous ouvrons l'actualité politique de ce journal avec le Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès qui se penche ce jour sur la vie du parti mais aussi sur les réformes engagées par le président du Faso. La session ordinaire du BPN devrait aussi prendre des sanctions à l'encontre de certains militants
indélicats du MPP. L'ouverture de la rencontre avec Roger Kam et Nyarki Teda. Comme à la session précédente, la présente va également prononcer des sanctions à l'encontre des militants dont les comportements sont jugés contraires à la discipline interne du parti. C'est d'ailleurs l'un des points saillants de la rencontre du bureau politique national du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. La commission de contrôle et de vérification mandatée à cet effet est enfin prête et le bureau va décider. La commission a travaillé d'arrache-pied, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est en mesure de proposer des sanctions pour les cas résiduels. Et c'est ce que le bureau politique national va faire en prononçant encore des sanctions d'exclusion à l'encontre de certains militants visiblement fautifs, dont les fautes vraiment ne souffrent d'aucun débat, et des sanctions de suspension et des sanctions d'avertissement pour d'autres. Outre les sanctions, le bureau du parti au pouvoir va se pencher sur les réformes en cours pour mieux les soutenir. Sur la question de la réconciliation nationale, nous avons également mis en place une commission. Nous avons aussi mis en place une commission sur les questions de mise en œuvre du programme présidentiel et de la gouvernance en général. Et il était donc normal que ces commissions puissent livrer aussi la quintessence de leurs réflexions au bureau politique national. Le mandat actuel du président du Faso est consacré aux grandes réformes pour placer résolument le pays sur les rails d'un état de droit, souligne le Premier ministre. Selon Christophe Dabiré, les actions entreprises en faveur de la réconciliation nationale avancent positivement. Il indique que les débats politiques avec l'opposition seront renforcés avant d'inviter le parti à rester toujours soudé pour les prochaines batailles. Et le forum de l'Union nationale de la jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès qui referme ses portes cet après-midi après 48 heures de réflexion à l'issue desquelles la jeunesse du MPP apporte sa vision de la conduite des réformes institutionnelles au Burkina Faso, la clôture des travaux avec Nongba Kouda et bienvenue Taonsa. L'Union nationale des jeunes du MPP, au terme de ces 2 jours de réflexion pour accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la conduite de ces chantiers. L'Union se prononce sur les réformes dans divers secteurs, en tête celui des services sociaux de base. Au niveau donc que ce soit l'agriculture et l'élevage, nous avons dit 80% de la population vit d'agriculture et d'élevage. Nous avons demandé à ce qu'il y ait plus d'accompagnement au niveau donc de l'agriculture et de l'élevage, qu'il y ait par exemple des mécanismes de contre-saison qui vont permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait des mécanismes par rapport à l'agriculture. Et tout ça a été conseillé. Un forum qui jette un regard également sur la question de l'employabilité des jeunes, les réformes de l'administration publique, celle du système de la défense, et la liste n'est pas exhaustive. Vous avez vu déjà que les élections municipales ont été décalées. Il y a certaines réformes politiques qui vont être prises. Il y a donc eu un travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais aussi sur les réformes institutionnelles. Vous savez, tout jeune aspire à avoir de l'emploi. Et si ça va pour les jeunes du Burkina Faso, ça va pour les jeunes du MPP. Et notre objectif, c'est de travailler ensemble, d'avoir des propositions concrètes qui vont accompagner la gouvernance et aider à ce que vraiment l'aspect emploi des jeunes puisse être quelque chose qui est au cœur du programme. 8 sous-commissions ont été formées pour conduire les travaux. Les consultations devront se poursuivre dans les mois à venir pour sortir un document final de recommandations qui seront transmises notamment au président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Le mouvement pour le changement et la renaissance, pour sa part, fait le bilan des élections couplées de novembre 2020. Le congrès extraordinaire du MCR connaît la participation de délégations venues des 13 régions du pays, mais aussi du Togo et du Niger. La clôture est intervenue cet après-midi à Ouagadougou. Les conclusions avec Souleymane Sanou et Hahadi Sandamba. Taïrou Bari prend la tête du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. C'est l'une des grandes décisions de ce congrès extraordinaire. À la clôture des travaux, le nouveau président dit placer son mandat sous le signe du déverrouillage du champ politique et le combat pour la vérité dans la gouvernance ainsi que dans les mœurs politiques. Actualité oblige, le président du MCR donne sa vision par rapport à la réconciliation nationale. Nous suivons les démarches avec une grande attention
en espérant vivement qu'il ne sera point un laboratoire de duperie et de diversion. Du reste, nous réaffirmons à la matière notre attachement indéfectible à la triptyque vérité, justice et réconciliation. Axé sur le bilan des élections couplées législatives et présidentielles de novembre 2020, ce congrès s'est également penché sur la structuration des instances de direction du parti, la durée du mandat, la décision du MCR d'adhérer au CEFOP, ainsi que la rédaction d'une feuille de route devant permettre au bureau de ne plus naviguer dans le vide. Nous avons regardé les insuffisances des textes fondamentaux qui régissent la vie et le fonctionnement du MCR. À ce titre, nous avons fait de grandes réformes qui vont permettre à l'équipe dirigeante entrante d'atteindre des objectifs qui ont été fixés par les congressistes. Il n'y a pas de bagarre entre nous. Nous sommes toujours ensemble. Et nous allons cheminer ensemble jusqu'à la victoire finale qui est la conquête du pouvoir d'État. Pour les élections couplées de novembre 2020, le parti qui a récolté environ 62 000 voix est arrivé 5e à la présidentielle sur les 14 candidats. Ce congrès a connu la participation des délégations du MCR venues des 13 régions du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Et le Forum des libéraux qui veut permettre à la jeunesse engagée en politique de comprendre les notions clés de la scène politique nationale pour ne pas naviguer à vue. Le panel sur le rôle et la place des idéologies politiques, quelles frontières entre social-démocratie et social-libéralisme organisé ce matin, participe de la formation politique de ces jeunes. Les détails avec Bernard Combelem et Sanoa Christine Koulibaly. Après les élections du 22 novembre dernier, la carte politique nationale a connu un redécoupage. Une recomposition dans laquelle des partis relevant de la social-démocratie et ceux du social-libéralisme regardent désormais dans la même direction. À la lumière de cette donne, le Forum des libéraux lance ici le débat sur le rôle et la place des idéologies politiques au Burkina et sur les frontières entre social-démocratie et social-libéralisme. La social-démocratie et le social-libéralisme ne sont pas radicalement opposés parce qu'on sait que historiquement, ce sont des idéologies qui ont tenté en fait, je dirais, de faire une synthèse entre le socialisme scientifique ou communisme et le libéralisme pur et dur. Donc du point de vue politique, on comprend que ces deux idéologies-là ont en commun le fait par exemple d'accepter le libéralisme sur le plan politique, le multipartisme, les droits humains, la séparation des pouvoirs. Et sur le plan social, il y a un certain nombre d'éléments communs, notamment le fait de considérer la question sociale comme une question essentielle. Le panéliste insiste cependant sur la nécessité de réhabiliter l'idéologie dans la vie politique. Laquelle idéologie constitue la sève nourricière du débat politique. Mais pour le parrain, ce qui compte, c'est l'union des filles et fils autour de l'essentiel, le développement du pays. Il faut qu'on arrête un peu le mimétisme et qu'ensemble nous puissions, à travers BOR, penser aux mécanismes qui vont nous permettre donc de développer le Burkina, créer de l'emploi pour les jeunes et avancer. Aujourd'hui, on dit que la Chine est communiste, mais la Chine n'est pas communiste du tout. Elle a trouvé sa voie. Avec ses 1,3 milliard, elle avait besoin de trouver un mécanisme qui va permettre donc à la Chine de se développer. Et vous avez vu le miracle chinois. La politique, c'est l'éthique, le politique et l'esthétique qui constituent un triumvirat pour la bonne gestion de la cité. L'éthique, c'est la manière dont la politique est menée. Le politique, ça concerne l'homme politique lui-même. Et l'esthétique, c'est ce que nous venons de faire ce matin en s'asseyant avec nos frères qui sont les sociaux-démocrates et les sociaux-libéraux pour qu'ensemble nous discutons de la gestion de la cité. Au-delà du débat, ce panel revêt un caractère pédagogique. Informer et former la jeunesse sur les différentes idéologies pour aller vers une meilleure compréhension de la scène politique nationale. Autre actualité à présent, le programme Présimet de l'ONG Diaconia sur le renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques est en fin d'exécution. 15 partenaires sont en collaboration pour la mise en œuvre de ce programme. Un forum est organisé à Ouagadougou ce 9 avril à leur intention. Non Bakuda, Caroline Ouari.
C'est la journée des partenaires de l'ONG Diaconia. De 2017 à 2020, 15 acteurs de la société civile et d'organisations non gouvernementales ont pris part à l'appel au modelage d'une citoyenneté avertie sur les questions de suivi de la gouvernance publique, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Présimètre. À l'heure du bilan, invite est faite à ces acteurs pour juger des acquis engrangés. Le premier bilan, il est positif parce que déjà le sondage permettait aux citoyens de donner leur opinion sur la mise en œuvre des politiques publiques et le retour aussi des dirigeants à prendre en compte également les opinions des citoyens et travailler à améliorer ces différentes politiques publiques-là. L'appréciation est également positive du côté de l'ONG organisatrice. Sur le bilan de l'ensemble, des contributions au renforcement du contrôle citoyen sur les politiques publiques sont notées. Nous sommes personnellement, au niveau de Diaconia et de nos partenaires, nous sommes très satisfaits des résultats. Parce que nous avons vu que les gouvernants se sont prêtés au jeu de la redevabilité. Les citoyens se sont intéressés à l'affaire politique et ont posé les questions qui les préoccupaient. Nous avons trouvé des réponses et même des actions correctrices ont été prises face aux interpellations des citoyens. Nous avons mis dans le débat public les questions qui préoccupaient les citoyens et nous avons invité les autorités à y répondre. Nous sommes donc très satisfaits. Nous ne demandons qu'à faire davantage pour la prochaine phase. Créer un cadre de rencontre des organisations de la société civile burkinabé autour des actions du Présimètre est l'objectif du présent forum. C'est un ambitieux programme agricole qui voit le jour dans les Cascades. Le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba traduit la volonté du gouvernement et ses partenaires de créer un pôle agricole dans cette région. Le Paval a une durée de 5 ans et va coûter environ 32 milliards de francs CFA. Présentation du projet avec Drissa Traoré et Karim Sissi. La superficie de la plaine irriguée de Douna Niofila va connaître une extension de 1000 hectares. Et cette extension serait possible grâce au projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba, Paval. Un projet qui a pour ambition de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les Cascades. D'un coût de financement d'environ 32 milliards de francs CFA, le Paval a une durée de 5 ans. Il est financièrement porté par la Banque africaine de développement, le Fonds international de développement agricole et l'État burkinabé. L'aménagement de 1000 hectares de terre par la maîtrise totale de l'eau, et la réhabilitation de 410 hectares, mais également ça va permettre de faire une étude de faisabilité pour la création d'un agropôle dans la région des Cascades. Ce projet va accompagner les producteurs pendant 5 ans et cela va permettre la réalisation d'infrastructures de stockage. Ça va permettre la réalisation d'infrastructures sociales. L'avènement d'un tel projet est salué aussi bien par les autorités que par les producteurs agricoles. Il permettra selon eux de booster la production agricole sur cette plaine aménagée. C'est quelque chose qui était très attendu puisque les parcelles aménagées étaient très restreintes, mais maintenant avec l'ajout, on se dit que la population et environnante seront très satisfaits. Nous invitons en tout cas nos parents, nos frères et sœurs à s'investir, à accompagner le projet pour qu'il soit vraiment un succès, qu'il profite à la majorité, qu'il profite à la région des Cascades. À cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture a remis 11 tonnes d'engrais à 3 coopératives agricoles. La délégation s'est ensuite rendue au barrage de Douna Niofila, un barrage qui assure la survie de la plaine aménagée de Douna Niofila. Deux partenaires stratégiques qui volent au secours de l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour lui permettre de mieux accomplir ses missions. L'AFD et l'USAID mettent à la disposition de l'ONEA une enveloppe d'environ 900 millions de francs CFA pour renforcer les capacités opérationnelles dans les zones à haut risque sécuritaire. La signature de convention, c'est ce vendredi. Daouda Ouattara et Abdelaziz Yagibou pour les détails. Le cri de détresse d'environ 360 000 personnes, dont des déplacés internes, a été entendu par l'ONEA et ses partenaires. Des populations de 5 localités des régions du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel, auxquelles l'Office national de l'eau et de l'assainissement apporte une assistance d'urgence en matière d'accès à l'eau potable
et ce, à travers un projet dénommé Nexus. Ce projet d'un coût estimé à 900 millions de francs CFA est financé par l'USAID et l'Agence française de développement. L'Agence française de développement est un partenaire très ancien de l'ONEA. Il était normal, de notre point de vue, qu'on vienne en appui à l'ONEA et d'une manière plus générale au gouvernement burkinabé pour pallier cette situation, pallier ces difficultés, aider à ce que les populations puissent au moins avoir un minimum de services vitaux. L'eau, c'est la vie et c'est indispensable à beaucoup d'activités. Le projet Nexus devrait permettre à l'ONEA de renforcer durablement ses capacités en termes de prise en charge efficiente de la fourniture en eau et l'assainissement dans les zones à risque sécuritaire. Vous avez la zone du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, qui connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable de façon récurrente. À cela est venu s'ajouter les déplacés internes, ce qui fait que la situation est devenue très grave et les capacités de l'ONEA également ont été perturbées par cette insécurité parce que dans ces zones-là, nous produisons l'eau mais nous ne faisons pas de recettes parce que c'est difficile. Donc compte tenu de tout cela, nous avons eu les partenaires qui nous ont aidés, qui veulent nous appuyer pour pouvoir faire face à cette situation délicate. L'appui financier de l'AFD couvre les villes de Waïgouya, Oula et Séguénéga. Le financement de l'USAID, lui, contribuera à soulager les zones de Kongoussi et Titao. Et de l'eau, il en manque à la mare au crocodile sacré de Bazouli, le point d'eau menacé d'assèchement et les sauriens avec. La situation est accentuée par les activités maraîchères autour du point d'eau, la pression andropique sur les installations d'alimentation, un spectacle de désolation sur le site touristique qui fait pourtant vivre un village tout entier que Nong Bakouda et Pascal Kané constatent pour nous. Difficulté avec le son dans ce reportage. Nous allons y revenir dans quelques instants, le temps que tout rentre dans l'ordre. Nous continuons ce journal avec cette éducation environnementale que propose Africa Green, qui lance le projet Éco-École dans une vingtaine d'établissements scolaires. Le programme a pour objectif d'inculquer aux jeunes la culture de la protection de l'environnement. Partenaires de cette aventure verte, les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nationale. Le coup d'envoi est donné au Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Commentaire, bienvenue Taonsa. Le Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou fait partie des 20 établissements scolaires des régions du centre et des Hauts-Bassins sélectionnés pour participer à la phase pilote du programme Éco-École de Green Africa. Éco-École vise à faire de la jeunesse scolaire un défenseur de l'environnement en la mettant très tôt face à ses responsabilités dans la préservation et la gestion des ressources naturelles. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'instruire les générations futures. Donc l'éducation va passer par la base, donc par les plus jeunes, et c'est eux qui seront les éco-citoyens de demain et qui pourront avoir les meilleures attitudes. Comme ici au Collège de la Salle où un club écologique a été créé, le principe du programme Éco-École est de créer des clubs écologiques dans les 20 établissements pilotes et d'y installer des jardins hors sol dans des serres. Ces jardins serviront à inculquer aux élèves un esprit écolo. Ce projet a un but d'abord économique, lucratif. Ensuite, nous sommes conscients des problèmes que rencontre l'environnement de nos jours. Nous sommes conscients que nos petits frères, nos arrière-petits frères ne verront pas tous ces beaux arbres. Ainsi, nous voulons en fait changer cela. Donc, nous planterons des arbres et nous en prendrons soin. La cérémonie de lancement du programme Éco-École a connu la présence de Green Africa et de ses partenaires que sont le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Environnement. Nous allons accompagner ce programme. La Direction générale donc, de la protection de l'environnement du ministère va travailler à accompagner ce programme. Et nous avons profité ici pour dire que nous allons créer l'émulation entre les lycées et collèges, donc en faisant un concours pour déterminer à la fin de l'année la meilleure
éco-école du Burkina Faso. À terme, le programme Éco-École veut installer 200 clubs écologiques dans les 13 régions du Burkina. L'ambition de Green Africa est de voir les questions de gestion des ressources naturelles enseignées dans nos lycées et collèges. Et puis, dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, voici une proposition de clé pour ouvrir les portes à la création d'entreprises. Cultivons l'esprit d'entreprise. C'est un projet des Pays-Bas mis en œuvre par un consortium de jeunes. Présentation du programme Akaya avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. C'est un nouveau projet pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Lancé ici à Kaya, le projet Cultivons l'esprit d'entreprise clé a été initié par le Royaume des Pays-Bas. Il va permettre à la jeunesse burkinabé de créer ses propres entreprises plutôt que de se faire employer. L'exécution du projet est assurée par un consortium de structures dirigées par des jeunes entrepreneurs. Dans notre pays, dans l'Ouest, aussi la majorité ne travaille pas pour les gouvernements. La majorité travaille dans le secteur privé. Et le secteur privé ici, c'est le secteur des entreprises grandes. Mais non, il y a beaucoup plus de petits entrepreneurs. Et nous voulons assister les jeunes de devenir aussi des petits entrepreneurs. Si maintenant un jeune a la volonté de vouloir s'engager, maintenant nous allons l'aider en lui offrant une formation de base sur les concepts de l'entrepreneuriat. Face à la saturation de la fonction publique burkinabé, l'entrepreneuriat représente une question d'obligation plutôt qu'un choix pour plusieurs jeunes. Le secteur informel devient l'un des recours pour lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. Nous, notre objectif et notre vision, c'est de faire en sorte que les jeunes créent plutôt l'emploi plutôt que de chercher à se faire employer. Et ce projet-là rentre dans ce sens-là. C'est un projet qui va permettre à la jeunesse d'avoir confiance en elle-même, qui va permettre à la jeunesse de s'auto-employer et d'employer. Financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA environ par le Royaume des Pays-Bas, le projet Cultivons l'esprit d'entreprise est mis en œuvre par plusieurs structures de jeunes telles que Tananger, La Fabrique, Wakat Lab et Mediapro. Il couvre les régions du centre-nord, de l'Est, le Sahel et les Cascades pour une durée de 3 ans. Cette question à présent, quel contenu donner au féminisme au Burkina Faso? Le débat est ouvert ce 8 avril autour de ce courant à l'initiative du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement avec l'appui d'Oxfam Burkina. Voici ce que l'on retient du panel avec Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assogwa. Voici ce qui reste de la mare au crocodile sacré de Bazoulé en ce début du mois d'avril. Une vaste étendue de terre craquelée et des crocodiles en détresse. Aux grandes dames de Prosper et Alfred Kaboré, frères guides sur ce site touristique. Les crocodiles vivent sur le fil du rasoir en 2 endroits qui contiennent encore un peu d'eau. Les crocodiles, de nature très jaloux de leur territoire, sont ainsi obligés de s'agglutiner ici avec tous les risques que cela comporte. Ils se sont coincés au milieu et il y a d'autres qui se battent, qui se blessent. Et on ne sait pas d'ici la fin du mois qu'est-ce que ça va devenir, on ne sait pas. Il y a d'autres qui préfèrent d'aller dans les concessions des gens, il y a d'autres aussi qui préfèrent creuser des trous pour faire leur nid, pour rester là-bas pendant la saison pluvieuse. Si les crocodiles de Bazoulé sont d'ailleurs toujours sur place, c'est grâce à l'intervention en 2019 d'un projet du ministère de l'Environnement. Le projet Stress hydrique avait alors curé une partie de la mare et mis en place un dispositif d'alimentation en eau avec 2 pompes solaires. Mais aujourd'hui, humains et crocodiles se disputent l'eau de ces pompes, réduisant ainsi leur impact. On a eu des boulis, on a eu 2 forages, mais c'est insuffisant toujours. Parce que l'eau ne gagne pas le temps pour rentrer dans la mare. Parce que vous voyez qu'il y a les dames qui sont à côté des robinets qui pissent l'eau. On n'a pas les fatigués, on ne peut pas boire. Parce que si tu veux dire, ils disent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de l'eau pour boire, ne parlons pas des animaux. Bien sûr que le projet est venu au secours des animaux. Mais il n'y a pas les gens aussi, il n'y a pas les animaux. Pourtant, Bazoulé vit à travers sa mare aux crocodiles qui attire de nombreux touristes chaque année. La mare Kitari constitue donc une menace pour l'économie locale et pour les traditions de la localité liées à ces crocodiles. Je demande aux autorités de nous venir en aide. De nombreuses personnes sont venues nous voir ici grâce aux crocodiles.
Que Dieu donne les moyens aux autorités afin qu'elles nous aident à curer la mare pour qu'on ne perde pas nos crocodiles. Actuellement, la mare est bouchée, donc ce n'est plus profond. Donc même s'il pleut abondamment et la mare est pleine, d'ici le mois de janvier, février en allant, le niveau de l'eau baisse carrément. Donc s'ils peuvent nous aider à curer la mare pour que la mare soit un peu profonde, donc quand il pleut, il y a toujours de l'eau. Ça peut garder de l'eau jusqu'à la saison des pluies. Pour l'instant, le salut des crocodiles de Bazoulet viendra peut-être du ciel. Alors guides et habitants croisent les doigts et espèrent une pluie précoce et bienfaisante qui viendra mettre leurs crocodiles à l'abri du danger. Voilà, le reportage sur la détresse des crocodiles de Bazoulet près vous a été servi. Venons-en maintenant à cette question sur le féminisme au Burkina Faso. Le contenu à donner à cette notion, la démarche à adopter, et c'est un débat ouvert ce 8 avril. Le contenu donc avec Amadou Ilboudou et Estelle Judith Assogba. À cette conférence publique, les panélistes lancent le débat sur le féminisme avec comme thématique centrale les différents moments de l'histoire du féminisme, ses arguments de lutte et ses actions politiques. On retient que ce mouvement a été lancé depuis le 19e siècle au niveau mondial et selon la magistrate Julie Rose Ouedraogo, c'est un mouvement qui renferme plusieurs courants de pensée. Le féminisme modéré et le féminisme radical. Et les questions qu'elle se pose est de savoir où est-ce que le Burkina se positionne. Faut-il se particulariser sur ce mouvement? Si oui, de quelle manière? Parce que un mouvement qui véhicule plusieurs courants de pensée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une certaine méfiance, il y a une forme de rejet de ce mouvement féministe là au Burkina Faso. Et lorsqu'on se présente féministe, finalement on ne sait pas de quel bord on est, quel courant de pensée on veut véhiculer. Mais maintenant, comment faire pour particulariser le féminisme que nous voulons mener dans notre pays? C'est tout l'intérêt de ce débat entre les conférenciers et le grand public. Nous voulons que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Et si cela est conforme à nos valeurs? Et comment nous pouvons adapter cela? Parce que promouvoir les droits des femmes, est-ce que ça veut dire être obligatoirement féministe? Personnellement, je ne crois pas que c'est obligé. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà du mot pour parler des réalités. Dire, est-ce que les réalités sociales sont justes, sont égalitaires? Quels sont les problèmes qui se posent et comment faire pour résoudre ce problème? Et laisser le débat, si on est féministe ou pas, mais on veut l'épanouissement des hommes et des femmes de ce pays. Quant à la troisième intervenante, il s'agissait d'établir la corrélation entre le féministe et le genre au Burkina Faso. Pour Assetou Sawadogo, secrétaire permanente pour la promotion du genre, ces deux concepts sont complémentaires. Ils ont permis d'engager des acquis au Burkina Faso, mais des défis demeurent. On a eu des textes, on a ratifié des conventions, on a pris des lois, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce seuil minimal critique qui est de 30% de femmes à l'Assemblée. Au niveau de l'éducation, j'avais parlé de l'accès, mais bon, il ne suffit pas d'accéder, il faut rester, terminer, avoir des diplômes pour pouvoir occuper ces sphères de décision. Au niveau de la santé aussi, des femmes continuent de mourir en couche, ce qui n'est pas normal. L'objectif au final pour ces panélistes est de pouvoir asseoir la lutte pour la promotion des droits de la femme au Burkina Faso. Un peu d'humour avec le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou. Le décor est planté depuis hier au Sénaza. Une dizaine d'humoristes venus de la sous-région se partagent la scène pour des soirées de rire garanties. L'ouverture du FIRO 2021 en présence de l'épouse du chef de l'État, les temps forts avec Bernard Kombelem et Hahadi Sandamba. Qui a été acheté au 15 yards. Un défilé pas comme les autres. Celui-ci, il est humoristique. Nous sommes à la 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO.
Venus de la République de Côte d'Ivoire, du Mali et bien entendu du Burkina Faso, ils sont 14 humoristes à occuper les scènes de cette édition. Une édition qui se penche sur l'humour et les droits d'auteur. Quand on aime l'art, on doit aimer les artistes. Quand on aime les artistes, on doit les encourager, on doit les soutenir, on doit les accompagner à ne pas souffrir et à être fier de quand on les voit en ville. Et donc du coup, en payant les droits, nous, ça nous soulage, ça fait un salaire pour nous. Au commencement, elle était là, présente aux côtés de la promotrice et à tous les spectacles depuis la première édition. Sika Kaboré n'a pas manqué non plus le rendez-vous de 2021. On s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé. Vous savez que, comme quelqu'un l'a dit, le rire est thérapeutique. Donc, de temps en temps, pouvoir s'éclater comme ça permet de déstresser et de se libérer des vicissitudes de la vie. Et en cela, je voudrais féliciter Augusta pour la constance avec laquelle elle arrive à tenir cet événement régulièrement. Plus qu'un spectacle d'humour, la cérémonie d'ouverture du FIRO a servi de cadre pour conter l'historique de l'événement au public, mais aussi pour souffler les 14 bougies. À l'occasion, des filles formées par le FIRO ont reçu leur parchemin de fin de formation. Des filles qui ont également offert un spectacle d'humour à cette soirée. Colori, dévergondé, quand je te vois, je vais te casser ton bras. Actualité coronavirus pour refermer ce journal à l'international parce que l'approvisionnement en vaccin AstraZeneca s'avère difficile. L'Union africaine décide de renoncer à ce vaccin produit en Inde. L'UA étudie par contre d'autres pistes de livraison. L'Union africaine renonce à recourir au vaccin AstraZeneca produit en Inde. Selon le responsable du Centre africain de contrôle des maladies, ce sont des problèmes d'approvisionnement qui justifient ce choix. L'instance africaine précise que cette décision n'a aucun rapport avec le lien possible avec de rares cas de cailleux sanguins impliquant le vaccin Oxford AstraZeneca. Si le vaccin sera toujours fourni par le dispositif COVAX, les restrictions indiennes sur les exportations auraient compliqué les choses pour l'Afrique. Le Serum Institute of India est autorisé à fournir des vaccins à l'échelle mondiale, mais les autorités de Delhi ont réquisitionné des stocks pour faire face à une augmentation de cas de contamination. L'Union africaine étudie la piste du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui a déjà signé un accord pour 400 millions de doses uniques. Et on s'arrête ici pour cette édition de l'actualité. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les dernières informations, c'est à 23h avec Isia Kanana. Très belle soirée à tous.